Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie aujourd'hui de vous présenter Clotilde de Brito. Bonjour Clotilde, Bonjour Morgane, comment vas-tu? ça va, un petit peu enrhumé, mais ça va. Ah, et voilà. Ça, c'est les petits virus qui arrivent, le printemps et ses petites allergies. Tout à fait. Je suis toujours ravie d'interviewer eh bien, des gens qui sont de Bretagne. Ça me fait toujours un grand plaisir d'interviewer des femmes, ça c'est évident, mais des femmes bretonnes, toujours un grand plaisir. Eh bien, Clotilde, quand je t'ai demandé ce que tu faisais comme métier, tu m'as dit que tu étais une artiste de l'oralité. Alors, je vais essayer de ne pas trop faire de de petites cafouillages d'oral, mais je pense que c'est ta spécialité, l'oral, n'est-ce pas? Je ne suis pas à l'abri de faire moi-même des et des petits quatrillages. Mon métier consiste en plusieurs choses. Il y a des phases d'écriture, des phases de mise en voix de ce que j'écris ou de ce que d'autres écrivent. Je fais des lectures, des spectacles qui s'organisent autour du slam, de la poésie. J'anime également des ateliers d'écriture auprès de différents publics. Mais j'avoue que ce que je préfère, c'est être sur scène. Ah, trop bien. C'est quoi le slam? Le slam, c'est un dispositif, parce que les gens pensent savoir ce qu'est le slam, mais rares sont ceux qui le savent vraiment. Le slam est un dispositif, c'est-à-dire il y a une unité de lieu et de temps et de personne. Donc ça se passe dans un lieu, souvent un café, un bar, ou ça peut être une médiathèque. Un temps, c'est-à-dire que chaque personne qui vient pour une scène slam a 3 minutes pour dire un texte qu'il a écrit, et des personnes, donc n'importe qui peut venir, que l'on ait 5 ans, que l'on ait 90 ans, que l'on ait une formation d'écriture ou pas du tout. On a 3 minutes pour dire un texte qu'on a écrit et il y a une interaction avec le public. Et c'est ça, en fait. C'est un lieu où se regroupent des gens qui viennent dire des textes avec cette limitation de temps de 3 minutes, sans musique d'accompagnement, sans accessoires, sans costume, juste comme on est. On peut lire le texte ou on peut le dire par cœur, mais en tout cas, c'est un beau moment d'échange autour de la poésie. Oh, c'est fantastique ça comme exercice parce que tu vois que j'ai participé moi à un groupe ici de prise de parole en public qui s'appelle Toastmaster. Mhm. Et on avait effectivement différentes catégories de discours. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que la contrainte, c'est surtout ces 3 minutes-là. C'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ça vient des États-Unis. C'est un monsieur qui s'appelle Mark Smith, qui était ouvrier dans le bâtiment à Chicago, qui aimait beaucoup les soirées poésie, mais parfois il trouvait que les gens prenaient le micro pendant un temps indéfini, très 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 long, et qu'il n'y avait pas suffisamment d'interaction avec le public. Alors il a imaginé cette forme où les gens sont limités dans le temps, mais pas dans ce qu'ils expriment, du moment que l'on reste dans la bienséance, hein, bien sûr. Et pour qu'il y ait plus d'interaction avec le public est invité à mettre des notes. Parce qu'au début, ce sont des tournois avec des notes. Après, il y a des scènes ouvertes aussi où il n'y a pas de notes, mais à la base, ce sont des rencontres notées. Et le public, les gens qui vont mettre des notes, ce sont des gens lambda. Hein. On n'est pas du tout sur des professionnels, c'est ça qui est intéressant aussi. Et à la fin de la soirée, on déclare telle personne a été le meilleur poète de la soirée. Mais les meilleurs poètes ne gagnent jamais. On dit ça toujours à la fin des scènes slam parce que finalement, voilà, ça aurait été un autre jury, quelqu'un d'autre aurait pu gagner. Ah, d'accord. Mais alors, ils votent sur une échelle de nombre? Oui, de 0 à 10 avec une décimale. Et souvent, on prend 5 jurés et on enlève la note la plus haute et la plus basse pour faire une note sur 30. Ok. Et il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de grille, C'est ça, il n'y a effectivement. pas de grille d'évaluation. Non, non, c'est une note complètement subjective. C'est vrai que on pourrait imaginer qu'on noterait la diction, qu'on noterait la gestion des silences, la posture du corps, etc. Mais tout ça, après, les gens le font peut-être eux-mêmes. Hein, quand on leur demande d'être jurés, peut-être qu'ils ont leur propre grille. Mais normalement, c'est la subjectivité qui sert d'échelle.
Et donc, ils te donnent juste une note, ils te donnent pas de feedback du tout, quoi. Non, Hmm. non, non. Et il faut l'accepter, en fait, tout simplement. C'est comme ça. Ça aurait été. Et ça permet aussi pas mal d'humilité parce que lorsque tu remportes des tournois, tu peux te dire, bon, tel autre candidat était très bon aussi, tel autre s'est très bien débrouillé. Finalement, c'est la subjectivité du jury qui était là ce jour-là qui fait que j'ai gagné ou que telle personne a gagné. Trop bien. Et ça, du coup, tu le fais sur là où tu habites à Saint-Brieuc ou est-ce que tu te déplaces? Ça se passe en physique, d'après ce que je comprends? Ah oui, oui, c'est en physique. Enfin, après, pendant le Covid, il y a eu quelques rencontres qui se sont faites via Zoom ou d'autres outils. Mais sinon, c'est en physique. Et moi, j'ai participé. Alors là, ça fait quelques années que je ne participe plus. Ça m'arrive d'animer, par contre, des ateliers dans des écoles. Moi, j'ai commencé le slam en 2013, donc ça fait 12 ans. Et j'ai eu la chance de remporter le Grand Slam national en 2014 et la Coupe du Monde en 2015. Et le fait d'avoir remporté cette Coupe du Monde en 2015 m'a permis de voyager dans plusieurs pays. Je suis allée au Portugal, en Espagne, au Luxembourg. En 2023, je suis allée à Madagascar. Et 2022, pardon, décembre 2022. Et puis là, en octobre dernier, j'étais en Acadie, Waouh. au Canada. Donc c'est une vraie chance. C'est vraiment quelque chose qui m'a conduite à différents endroits que je n'aurais jamais imaginé découvrir. Et voilà. Mais les Sun Slams, c'est aussi en bas de chez toi, dans ta ville. C'est J'invite ça. vraiment les auditeurs et auditrices à se renseigner parce que moi, je suis partie avec des a priori. Le slam, je pensais pas que c'était pour moi. Moi, j'écrivais de la poésie depuis très très longtemps. J'ai commencé à écrire quand j'avais 10, 11 ans à peu près. Mais j'étais vraiment baignée par l'Alexandrin de Victor Hugo, par vraiment une forme très classique de poésie. Puis après, je m'en suis libérée au fur et à mesure des années. Et je me disais, non, que j'imagine sur le slam, c'est plus proche du rap, c'est pas du tout ce que j'écris. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chacun a son style. Et comme on a 3 minutes, chaque personne a 3 minutes, on voit autant de personnes que de styles, que de thématiques. Et c'est cette variété qui fait la richesse d'une soirée slam. Et j'ai vraiment adoré. Je, je me suis dit, mais c'est excellent d'avoir cette tribune, d'avoir cette possibilité de dire des textes et de voir aussi des univers différents. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit sur plein de choses. Parce qu'effectivement, du coup, tu as des thèmes complètement différents, Oui, des façons de faire complètement différentes. Est-ce qu'au oui. niveau du public, il y a une intention vis-à-vis du public? De le faire Alors, rire ou de le faire réagir ou de faire passer un message? C'est quoi l'intention vis-à-vis du public? l'intention dépend de chaque slameur, de chaque slameuse et dépend du texte aussi. Par exemple, dans mon registre, j'ai des textes qui sont plutôt drôles, qui visent vraiment à faire rire le public, d'autres qui sont plus engagés, qui tendent à faire réfléchir les gens qui sont devant moi ou à émouvoir. Et je pense qu'on est globalement dans cette mouvance-là, tous les slameurs et toutes les slameuses. Après, il y a des gens qui sont vraiment davantage dans des textes engagés, notamment dans d'autres pays qu'en France. En France, on a une certaine diversité, on a pas mal de textes humoristiques finalement, mais il y a des pays pour lesquels le slam, c'est beaucoup plus sérieux. Euh, je pense aux pays d'Amérique du Sud. Alors, je n'ai pas eu l'occasion d'aller en Amérique du Sud, mais je sais que pour eux, les slams, c'est aussi un moyen d'exprimer des idées politiques, à la fois politiques et poétiques, mettre les deux ensemble. Et je sais qu'il y a parfois une certaine incompréhension. Ils se disent, mais pourquoi vous ne profitez pas de ce temps de parole pour lancer des messages? Pourquoi juste pour faire rire? Alors que ici, on a beaucoup de chance finalement en France d'avoir cette liberté-là, d'être libre de notre. Enfin, quand on prend la parole, on peut aussi parfois décider qu'elle soit légère, tandis qu'il y a des pays où dès qu'ils l'ont, il faut qu'ils fassent passer un message. Et je trouve que c'est assez révélateur. Ah ouais, super intéressant. Et du coup, toi, si j'ai bien compris, tu as commencé par l'écriture jeune, tu es Oui, arrivé au slam et tu tournes autour de l'écriture encore aujourd'hui, c'est ça? oui, je n'ai jamais arrêté d'écrire. J'ai toujours continué l'écriture. J'ai découvert le théâtre lorsque j'avais 13 ans et demi, donc l'écriture vers 10, 11 ans, le théâtre à 13 ans et demi, je n'ai jamais vraiment arrêté, sauf lorsque j'étais en prépa et je n'avais vraiment pas le temps de faire du théâtre. Mais sinon, j'ai toujours continué à faire les deux en parallèle. Et c'est vrai que le slam, c'est un moyen de mettre en avant ce qu'on a écrit et de le mettre sur scène et de le présenter à un public, sans être obligé de démarcher plein de lieux pour pouvoir jouer sous texte, etc. Et voilà, donc je trouve que c'est un dispositif qui est vraiment super. Mm. C'est intéressant parce qu'il y a l'activité d'écrire
et l'activité de venir le dire, qui n'est pas la Mhm. même que l'activité d'écrire et de laisser les gens le lire par eux-mêmes. Complètement, oui, complètement. On est, après, chacun crée comme il le sent. Il est vrai que lorsque j'écris pour l'oralité. Je sais que ce sont des textes que j'ai envie de mettre en bouche, que j'ai envie de mettre en voix et que d'autres personnes entendent. Trop bien, trop trop bien. Est-ce que tu t'astreins à des contraintes dans ton écriture parfois? Oui, ça m'arrive. Alors, parfois des contraintes de forme, bon, l'octosyllabe, l'alexandrin. Ça, c'est assez classique. Parfois des contraintes un peu oulipiennes. Alors, je sais pas si les auditeurs auditrices connaissent l'oulipo. C'est un mouvement littéraire qui a été créé au XXe siècle. Il y avait notamment Georges Perec, Raymond Queneau qui faisaient partie de l'oulipo. Alors, par exemple, Perec avait écrit La disparition, où il avait enlevé toutes les lettres E de son livre. Donc, ça, c'est un petit peu, enfin, un petit peu, non, c'est carrément difficile comme contrainte d'écriture. Mais ça m'est arrivé d'écrire des textes comme ça, où juste avec la voyelle A, j'ai un texte où il n'y a que la voyelle A. Euh, voilà, ce genre de contraintes qui sont des contraintes un peu dures, ce qu'on appelle des contraintes dures parce qu'elles sont très, très contraignantes. Et puis des contraintes de, oui, enfin, je trouve que la contrainte donne beaucoup de liberté finalement. Oui, je suis complètement d'accord avec toi parce que moi, dans la créativité, j'utilise énormément les contraintes. Les contraintes, elles sécurisent aussi. Complètement. Et elle Et jalonne. je sais que quand j'ai travaillé sur l'écriture d'un futur spectacle ou d'un futur texte, on nous avait donné comme contrainte d'écrire un texte sans verbe. Et donc, Ah. cette petite contrainte d'écrire un texte qui, quand même, est compréhensible et qui est surtout entendable, parce que ça restait de la lecture, ça restait à être entendu, hein, eh bien, quand après tu reviens à ton travail d'écriture et que là, tu as de nouveau le droit de mettre des verbes, ben, ça devient très intéressant parce que du coup, ça devient plus facile en fait. Tu sais, c'est des espèces d'exercices pour décoincer le crayon, quoi. Moi, j'appelle ça. Hmm. Et puis on se rend compte peut-être davantage de la valeur de chaque mot. J'ai enlevé tous les verbes, ça m'a posé telle difficulté, tel problème. Quand je vais les réintégrer dans un texte, je vais peut-être leur donner plus de valeur. Ça, Mhm. j'imagine que ça peut aussi Ouais, donner ce genre d'effet. ouais, 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 ouais. Puis aller au mot juste, tu vois, vraiment cibler, Hmm. enlever ce qui n'est pas nécessaire et en même temps garder l'essentiel du message ou de ce que tu as envie de faire passer, c'est extrêmement intéressant. Et du coup, alors, Mhm. tu es aussi autrice. Oui, tout à fait. Alors, parle-nous de tes livres. Alors, j'en ai sorti deux l'année dernière, en 2024. J'ai sorti Mal au vide aux éditions Le Coureur de Grève et Femme funambule aux éditions Zérographe, qui sont dans des styles complètement différents, mais toujours avec le goût de la langue, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît, de manier les mots, de les faire dire certaines choses et au-delà. Alors, par exemple, Mal au vide, c'est un, je te raconte la genèse, comme ça tu comprendras un peu ce qu'il y a comme texte dedans. Un soir, je me couche et j'ai mal au ventre. Voilà, ça arrive à d'autres personnes. Et je le verbalise, et au lieu de dire j'ai mal au ventre ou j'ai mal au bide, j'étais vraiment fatiguée, je dis ah, j'ai mal au vide. Et je me dis tiens, c'est intéressant ce lapsus que je viens de faire. Je l'ai noté sur un bout de papier, je me dis tu t'en occupes demain. Et le lendemain, donc j'ai repris le bout de papier, je dis je vais faire un truc là-dessus où je vais changer une lettre. Et qu'est-ce qui se passe quand on change une lettre? Donc, parler du mal au vide, tout de suite, ouf, ça ouvre un gouffre, quoi. Il y a un vertige qui se crée. Et, euh, et voilà, j'ai fait pour d'autres choses. Par exemple, il y a un texte, il y a 50 monologues dedans. Il y a un texte qui s'appelle Allergie au lait. Mais au lait, L-A-I-D. Ah, Voilà. Et quand on change une lettre, ça donne un éclairage nouveau sur le langage et sur ce qu'on peut dire. Et c'est assez plaisant à faire. Et les gens l'aiment bien, ce bouquin. Ils me disent qu'ils l'emmènent. C'est assez drôle. J'ai fait un livre qui sert pour les salles d'attente. Plein de gens me disent, je l'emmène en salle d'attente, comme ça, c'est court, quoi, chaque texte est court. C'est assez rigolo. et je me Voilà. souviens que je t'avais vu sur scène avec un texte où justement tu parlais de ton prénom et que tu disais que, comme tu t'appelles Clotilde, on te rajoutait souvent cette lettre H.
Oui. Oh, c'est vieux, ça, ce texte. J'avais beaucoup aimé ce texte-là que tu avais raconté. Et effectivement, tu es une Clotilde sans H. Oui, tout à fait. Comme dans le calendrier, comme la reine Clotilde, comme Petit de Corot. Il y a plein de Clotilde sans H. Mais je respecte tout à fait celles qui en ont. Le seul problème, c'est quand on m'en met un, alors que j'ai dit plusieurs fois qu'il n'y en avait pas. Bah, c'est ça, j'adore. J'adore. Mais comme quoi, chaque lettre a quand même sa place, a son importance. C'est J'aime vrai. beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Et tu parles de l'importance des lettres. Dans le texte, enfin, dans le recueil Malodie, il y a un texte qui s'appelle Histoire pour percer un pépé. C'est un texte dans lequel j'ai remplacé toutes les lettres B par la lettre P. Donc, une histoire pour bercer un bébé devient une histoire pour percer un pépé. Waouh. Et il y a plein de jeux de mots qui sont possibles. Voilà, il venait d'un plaid pas très éloigné au lieu d'un bled pas très éloigné. Et ça permet beaucoup de doubles images. Et je trouve que c'est assez intéressant comme Ça me fait processus. penser au Prince de mots tordus que j'ai lu récemment avec ma fille la plus jeune, qui justement habite dans un chapeau. Oui. Euh, c'était très chouette. Et du coup, parle-nous du deuxième livre, alors celui qui est sorti aussi l'année dernière. Femme funambule, c'est un recueil où il y a des textes, des poèmes, des textes de slam et des chansons dont les personnages principaux sont des femmes. Et c'est un, c'est un recueil qui a été fait avec une maison d'édition spécialisée dans le slam. Et il y a des textes à la fois engagés, drôles. Certains sont assez durs. C'est vrai qu'il y a des thématiques qui sont assez chargées pour certains textes. Mais l'ensemble fait quelque chose qui ressemble un peu à la vie. La vie, c'est à la fois la joie, la tristesse, les combats et des moments de douceur. Donc je pense que dans ce recueil, on fait un peu le tour de toutes ces émotions. J'adore. Et donc j'imagine que l'écriture a une grande place dans ton quotidien. Comment est-ce que tu t'organises pour écrire? Je suis très mal organisée, c'est terrible. Je n'ai pas du tout la routine de certains auteurs. Parfois, j'entends des émissions de radio et je vois des auteurs qui s'installent à leur bureau à 5 heures du matin, qui boivent 3 cafés, qui ne sortent de leur chambre ou de leur bureau qu'à midi. Waouh! Alors, je suis absolument incapable de faire ça. J'ai un autre fonctionnement. Je crois que je laisse mes petites veilleuses toujours allumées. Quand il y a une idée qui me vient, je la note sur un papier ou je la note sur mon téléphone. Et ça peut être juste une idée, ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être un tout début de quelque chose, mais rarement quelque chose de très construit. Et je laisse reposer. C'est un peu comme un jardin, tu sais, tu mets la graine, tu attends un petit peu, puis tu vas arroser de temps en temps. Et de temps en temps, je fais défiler toutes mes idées que j'ai dans le répertoire, enfin pas dans le répertoire, mais dans le, dans mon- comment on appelle ça, dans les notes de mon téléphone, tout simplement, ou sur mon ordinateur, ou sur mes petits papiers, je les fais défiler. Et puis quand il y a quelque chose qui m'inspire, je dis, ah, toi, je m'occupe de toi aujourd'hui. Et donc, je poursuis le texte que j'ai commencé. Ça permet aussi de faire maturer les idées, de d'avoir réfléchi plus profondément avant vraiment de se mettre à l'écriture. Et ça me permet aussi de faire le tri. Parfois, je me dis, bon, bah, cette graine-là, elle va pas germer et c'est pas grave. Mais je fais comme ça. Je sème des graines et puis j'y retourne régulièrement. Est-ce que tu n'écris que des textes de slam ou de poésie ou est-ce que tu écris d'autres choses? Des textes de chansons, des textes comme des chroniques aussi, ça m'est arrivé. J'ai eu l'occasion de donner des ateliers en prison. Ok, trop bien. C'était il y a 1 an et demi. Et l'expérience m'a quand même pas mal chamboulée. Parce que même si les ateliers, pendant que je les donnais, c'est comme si je donnais un atelier avec des participants tout à fait classiques, hein, je n'ai vraiment pas fait de différence. Ça s'est très bien passé d'ailleurs avec les personnes qui s'étaient inscrites. Il n'y a vraiment eu aucun souci, mais quand même, il y a quelque chose dans le fait de passer plusieurs portes qu'on ferme derrière toi. Il y a un des prisonniers qui avait dit, qui m'avait dit, tu imagines s'il y a le feu. Et là, ah oui, effectivement, là, on cuit. Et plein de petites choses qui rendaient le... Alors, j'essayais de donner le maximum de légèreté parce que ce sont quand même des gens qui vivent la perte de liberté et qui ont besoin d'avoir une fenêtre ouverte vers autre chose. Mais moi, je prenais tout ce poids. Quand je repartais chez moi, j'avais besoin de déposer un peu les valises.
Mm. Et donc, j'ai écrit une chronique sur ces ateliers en prison. Ouais, génial. Écoute, je trouve ça hyper intéressant l'idée l'idée d'écrire. Moi, je suis plutôt du genre to-do list, petit bout de phrase de ci, de là, des idées, des choses comme ça. La gratitude également. Moi, toutes les semaines, je note les gratitudes de la semaine. Mais j'en fais pas des textes, tu vois. J'aimerais bien me prendre le temps de prendre ces petits bouts de choses que j'écris pour en faire quelque chose. Mais je trouve qu'écrire prend du temps. Oui, écrire demande du temps et de la disponibilité d'esprit. C'est vrai que lorsqu'on pense à 36 000 choses, c'est dur de se mettre dans cet état d'esprit de je laisse tout de côté et je me concentre sur ce texte que j'ai envie de faire. C'est pour ça que parfois le collectif est utile. Hmm. Se retrouver à plusieurs personnes, 5, 6 personnes, et se dire, allez, on se fait un petit temps, un petit goûter, on se prend un petit café, un petit thé, et puis après, on se donne 1 heure pour écrire tous ensemble, tout ensemble. C'est assez précieux. Je donnais des ateliers près de Laval il y a quelques années, et j'avais une participante régulière. Tous les ans, elle venait à ce rendez-vous-là. Ça durait 3 heures. Et elle disait, ce sont les 3 heures que je m'accorde dans l'année. Elle avait plein d'enfants. Enfin, c'était compliqué pour elle de libérer du temps. Et là, elle disait, là, je ne pense à rien d'autre. Et parfois, être avec d'autres personnes, ça permet justement de se fixer sur l'écriture. Ouais. Je trouve ça hyper précieux. D'ailleurs, moi, c'est certainement pour ça que je n'ai fait que des co-écritures de livres. C'est que bah, du coup, déjà, nous, en coécriture, bah, la charge, elle est divisée parce que Mhm. forcément, chacun écrit son chapitre, nous, dans notre cas. Et puis, bah, tu as le groupe, donc tu as des deadlines à respecter, tu as des espèces d'enjeux. Mon propre texte à moi, bah, tu prends pas le temps, Mhm. C'est ça. j'attaquerai demain. Et Voir finalement, la tu semaine attaques. prochaine. Voilà. Et finalement, bah, c'est plus difficile. Mhm. Mais j'aime bien cette idée de se dire, bah, je retrouve d'autres gens Oui. et on écrit. Dans un café, dans un tiers-lieu, dans une médiathèque. Après, c'est sympa quand même d'avoir la possibilité d'échanger et de dire son texte à la fin. Donc, il faut un lieu où on puisse ensuite faire un débriefing, discuter de ce qu'on a écrit. Enfin, nous, on propose ça à la maison de temps en temps, on va dire 8 à 10 fois par an, des ateliers d'écriture pour les adhérents de notre association. On a une petite association, on organise des spectacles, des lectures, etc. Et c'est toujours très, très plaisant d'avoir les univers d'autres personnes sur les Mm. mêmes consignes d'écriture, de se dire que le dictionnaire est très riche finalement, que les idées sont infinies parce qu'on part vraiment tous dans des univers tellement opposés, enfin, tellement variés. C'est très enrichissant, à la fois pour sa propre écriture et puis dans le lien avec les autres humains. Ah, j'adore. Est-ce qu'on pourrait peut-être faire sentir aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui ben, ce que c'est que l'écriture? Est-ce qu'on pourrait leur lancer un petit défi d'écriture, quelque chose qui pourrait justement prendre peut-être 5, 10 minutes maximum pour qu'ils essayent quelque chose autour de l'écriture? Alors, ils peuvent choisir une syllabe qu'ils ont envie de mettre en, en avant. Moi, je l'ai fait dans Femme funambule. J'ai un texte où j'ai mis en avant la syllabe peau, parce que peau, P-E-A-U, la Mhm. peau. Et j'ai essayé de faire revenir dans ce texte-là le maximum de mots contenant le son peau. Mais ça peut être d'autres sons. Ça peut être je sais pas, le son tu, Oui. T-U. Ça peut être si, S-I. Mm. En fait, une syllabe qui correspond à un mot qui peut avoir du sens. Le mot son aussi. Et est-ce que ça doit être un son qui est monosyllabe ou est-ce que ça peut être le début d'un mot? Monosyllabique, c'est plus simple. Ouais. Le mot cas, par exemple, n'aggrave pas ton cas. Mm. Voilà. Et après, plein de mots qui commencent par K, par le son K. Mhm. Voilà, il y a pas mal de possibilités. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Et moi, j'aimais bien So parce que je suis à fond dans la sororité en ce moment. Je lis des livres sur la sororité. Et donc, ce son D'accord. So, j'aime bien parce qu'il y a aussi le so, bah, le so qu'on porte, le fait d'être so ou sotte. Il y a le Euh, so en anglais aussi. On peut jouer avec d'autres Ah, langues. j'aime beaucoup. Bah, écoute, moi, je vais faire l'exercice avec le son so. Ouais, d'accord, ok. Tu es so sophistiqué, Ouais. so.
je sais pas, solaire, Ouais, etc. j'aime beaucoup. On Ouais. fait une liste de mots et puis on peut ressortir comme ça cette syllabe et ça donne un côté très ludique et puis finalement on arrive à faire ressortir du sens. Et du coup, J'aime bien ça. si on prend une méthodologie, je prends mon son que j'ai choisi, je fais une liste de mots Voilà. avec ce son-là, et Oui, après, je cherche comment je peux les mettre ensemble, c'est ça? tout à fait. Le processus. J'adore. Et on écrit comme ça le temps que ça vient, quoi. Et puis il ne faut pas se mettre de pression. Je trouve que beaucoup de gens se mettent de la pression sur l'écriture. Si ça ne vient pas aujourd'hui, ça viendra plus tard. Hmm. On n'est pas toujours au top voilà, la muse, elle n'est pas toujours là, on n'est pas toujours au top de son inspiration, et il faut aussi accepter ça et ne pas en faire toute une histoire, toute une affaire. Parfois, on a besoin de temps, parfois, on n'est pas tout à fait disponible, et n'oubliez pas sinon que votre meilleur ami, c'est le dictionnaire. Un petit Larousse, un petit Robert qui traîne par là, et ça ouvre aussi des possibilités. Hmm. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On les a enfermés, nous, en bas, là, de l'armoire, les dictionnaires, et je pense qu'il faut libérer les dictionnaires à un moment donné. Oui. On a même voulu les jeter. Non, mais tu te rends compte, mon conjoint a voulu jeter nos dictionnaires. Le dictionnaire que j'ai reçu du maire en CM2. Je Ah, lui dis, après, je t'avoue qu'il y a des listes de mots qui se sont rajoutées depuis, mais c'est toujours très très précieux d'avoir des dictionnaires. Moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, j'ouvrais le dictionnaire, je parcourais des pages comme ça, je dis ah tiens ce mot-là c'est intéressant, ah tiens ce mot-là est à côté de ce mot-là. J'aime bien aussi faire ça. Les voisins improbables. ah, Alors ça c'est un j'adore. truc génial. Vous ouvrez le dictionnaire et vous regardez quels sont les voisins improbables, des mots qui se suivent dans le dico et qui n'ont absolument rien à voir. Ah Je vais ouais, commencer à faire une petite liste comme ça. Et voilà, il y a plein de façons de s'amuser avec les mots. génial. Eh ben écoute, moi j'adore ça. Si certains veulent nous mettre en commentaire le son qu'ils ont choisi ou même nous partager leur petit texte, ce sera un grand plaisir pour Clotilde et moi de venir vous lire, hein, avec un grand de joie. Par exemple, pour les sons, ça peut être le son va. C'est va. On encourage quelqu'un à y aller. Allez, va, va. Et puis avec tous les mots où il y a le son va qui revient, ça peut faire quelque chose de très, très dynamique, très, très vivant. J'adore. Écoute, on va se challenger nous-mêmes là-dessus. Et puis, je suis sûre qu'on va avoir des commentaires très intéressants de personnes qui ont envie d'écrire et qui, du coup, bah, profitent de ce podcast pour se lancer, pour peut-être essayer des choses. Et il n'y a pas d'enjeu. Si votre texte, Non, c'est non. pas le prochain prix de l'écriture, et ben c'est OK, en fait. Hein? L'important, tout à fait, l'important c'est de s'amuser et de libérer la créativité, c'est-à-dire on lâche, allez, Mm. on oublie toutes les remarques qu'on a pu avoir à l'école de cette prof là qui nous a dit qu'on n'était pas forcément assez bon, parce que c'est ce que je rencontre moi dans mes ateliers. Je rencontre des gens, même parfois des adultes, qui me disent non mais moi je sais pas écrire. Je dis, qui t'a dit ça? Et ça remonte à des souvenirs d'école qui ont pu être un peu traumatisants. Moi, j'ai eu la chance de pas avoir eu ça. Globalement, j'ai eu des profs qui m'encourageaient plutôt dans l'écriture, mais je me rends compte dans mon activité d'atelier qu'il y a plein de gens qui ont eu des remarques qui les ont enfermés, qui ont enfermé leur créativité et qui ne se sentent pas autorisés. Moi, je leur dis, mais autorisez-vous, essayez, amusez-vous, il n'y a pas d'enjeu, la seule chose que vous risquez, c'est de vous rendre compte que vous êtes créatif. C'est ça. On est vraiment en train de développer cette soft skills créativité, la soft skills adaptabilité aussi, c'est-à-dire accepter les mots, ce qui vient, et c'est super. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont été traumatisés, tu vois, par les dictées, par le fait d'avoir des mauvaises notes à des rédactions, de tomber sur des examens où on t'oblige à écrire sur un sujet que tu n'as pas choisi. J'ai l'impression, en tout cas, au vu de mes enfants, je ne sais pas si je les ai scolarisés à des endroits où c'était pas le cas, mais en tout cas, moi, mes enfants, on les laisse écrire. Là, elles doivent, par exemple, la plus jeune, là, qui est en CM1, c'est quand même petit, hein, doit écrire des critiques de livres, venir Waouh, ah oui. présenter des personnages, venir raconter pourquoi, justifier pourquoi elle a aimé ce livre, puis le présenter à l'oral. Enfin, tu vois, elle a une enseignante qui vraiment pousse à l'expression orale, mais elle prépare son truc comme si c'était un TEDx, hein.
Mhm. Excellent. Franchement, c'est quelque chose, hein. Donc, je pense que voilà, les gens avancent, enfin, l'éducation avance. Enfin, en tout cas, moi, mes enfants, j'ai l'impression, sont plus poussés vers la lecture, l'écriture et l'oralité. Mhm. Mais j'ai quand même l'impression que ça va encore doucement, doucement, hein. C'est-à-dire que l'oralité n'a peut-être pas été suffisamment mise en avant dans les décennies précédentes, où il fallait que les élèves soient plutôt sages, ne s'expriment pas trop. Mais si cette oralité est entre guillemets canalisée et qu'elle permet de faire de belles choses, c'est extraordinaire d'avoir des enfants, des adolescents qui savent dire ce qu'ils ont à dire, s'ils ont des messages à faire passer, s'ils ont des histoires qu'ils veulent partager. Je trouve que c'est quand même génial d'avoir cette capacité de prendre la parole, de ne pas avoir peur du regard de l'autre, parce que souvent c'est ça le problème, Mm, notamment à l'adolescence. Parfois, je vois des gamins qui se débrouillent très très bien en école primaire et on les voit quelques années après, ils n'osent plus, il y a le regard de l'autre, mm. mais il faut se défaire de ce regard, c'est pas grave. Euh, je leur dis souvent, et je me permets de dire ça dans ton podcast, s'il y a des gens qui te critiquent quand tu dis un texte, quand tu passes devant les autres, qui ricanent bêtement, eh ben, c'est eux qui sont bizarres. Parce que normalement, lorsqu'on voit voir un spectacle, lorsqu'on voit quelqu'un qui s'exprime, on a envie qu'il réussisse. Les gens normaux ont envie que les autres personnes réussissent. Donc, c'est les autres qui se moquent, qui ont un problème. Et pas toi qui viens de dire ton texte. Ouais, complètement. Complètement. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est vrai que ben, je fais aussi mon maximum, moi, pour que mes enfants, en l'occurrence, voient un maximum de choses différentes. Et des fois, j'avoue que je les traîne dans des salles, voir des choses où elles se disent, mais où elle m'a encore traîné ma mère? Mais finalement, ça leur aiguise un peu, tu vois, ce sens critique. Et Oui. quand elles voient certaines choses, maintenant, elles sont capables de me dire, bah, Mm, ça j'ai aimé, ça m'a touché, ça j'ai pas compris, ça, elles ont un sens critique, tu vois. Et mm, c'est parce que tu as stimulé ça depuis tout petit, en fait. Tu vois, tu as mis l'enfant face à des choses diverses. oui. Et tu lui as permis de voir qu'il y avait autre chose qui existait. Tu vois, par exemple, ma deuxième, là, la petite toujours, elle s'initie au monocycle. Excellent. Mais quel parent se dit, tiens, ma gamine aime bien le cirque, bah, si je lui offrais un monocycle? Eh ben, ça fait 2 mois qu'elle est à fond sur son monocycle où elle l'essaye, elle s'acharne, elle fait des trucs. Je ne sais pas ce qu'elle va faire un jour, cette gamine, avec son monocycle, hein. Mais entre-temps, elle apprend un truc nouveau qu'elle ne savait pas faire jusque-là. Et ça, je pense que ça, c'est une grande richesse, tu vois. De se dire, je teste un truc que les autres, ils font pas. Et pour autant, ben, c'est pas parce que les autres le font pas que c'est infaisable, en fait. Mhm. Et Et puis, franchement, bah, elle assure sur son monocycle, hein, la gamine. Je voudrais pas y super. monter sur le monocycle, hein, mais franchement, épatant. Donc je pense vraiment que ça se stimule la créativité, tu vois. Si tu donnes, si tu donnes les clés, ça s'envole. Complètement. Donner l'autorisation, simplement dire oui, tu peux, t'as envie, bah essaye. Mm. Et juste de savoir que on nous a encouragé, qu'on nous a dit oui, vas-y, fais-le si tu as envie. Ça permet déjà de déployer ses ailes. Ouais, ça se tente. En tout cas, avec l'écriture, je pense que vous prenez pas trop de risques. Non, non, il y a moins de risques à écrire qu'à faire du monocycle. Au Ouais, niveau je des pense, tu chutes, vois. C'est sûr que si tu commences à te dire, tiens, je vais tester le saut en parachute ou des trucs comme ça, c'est peut-être un peu plus risqué si t'es pas accompagné, tu vois. Mais l'écriture, je pense pas que tu prennes trop de risques tout seul chez toi avec ton crayon, quoi. Il y a peu de chances de blessure, peu de chances d'accident, quoi. ne mordiez pas trop votre crayon, vous pourriez avaler de l'encre. Mais à part ça, je pense que c'est plutôt sécure comme Ouais, je pense quand activité. même que ça se tente. Eh bien, écoute, Clotilde, je suis ravie qu'on ait eu cet échange aujourd'hui dans le podcast, qu'on ait parlé du slam, de l'écriture, aussi du fait de libérer sa créativité, de se mettre des contraintes, mais aussi de pas se limiter à ce qu'on a été étiqueté ou de ce qu'on nous a dit qu'on était ou pas capable petit. J'aime beaucoup ce que tu nous proposes. Je vais tout de suite me challenger à l'écriture de mon petit texte en saut, comme on a dit, hein. Et puis, est-ce que les gens, ils peuvent te retrouver, te suivre quelque part? Est-ce que tu as un réseau social préféré, un endroit où ils peuvent écouter, voir ce que tu fais? Alors, en termes de réseaux sociaux, je suis sur Facebook. Après, je mets des choses en public, mais la plupart des choses sont quand même privées, mais enfin, on peut voir comme des choses. Sinon, j'ai mon site internet. Il suffit de taper mon nom, Clotilde de Brito, et vous tombez directement sur mon site. C'est la première occurrence. Et voilà. Et j'imagine que sur ton site, ils pourront commander tes livres, voir un petit peu ce que tu écris, ce que tu fais. Commander mes livres, ça sera auprès des éditeurs.
Par contre, voir ce que je fais effectivement dans la rubrique agenda, j'ai toutes les dates qui viennent. Mais trop bien. Eh ben écoute, je propose qu'on leur simplifie la vie et qu'on leur mette tout en description, comme ça ils n'ont plus qu'à cliquer pour aller faire un tour par là-bas. Est-ce que tu avais un dernier mot pour conclure cette session qu'on a fait toutes les deux? Non, pas vraiment, ou plutôt, essayez. Si quelque chose vous tente, essayez. Ouais, je suis complètement d'accord. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci beaucoup Clotilde de t'être prêtée au jeu, de passer dans le podcast Exploration Soft Skills. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi, Morgane. Belle journée, au revoir. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!